Nous assistons au réveil des amoureux de la France. Nous vivons dans les urnes le sursaut des défenseurs de l'intérêt national. C'est bel et bien aussi le début d'une grande bataille culturelle et civilisationnelle dans laquelle TV Liberté revendique toute sa place. Dans les semaines et les mois à venir, TVL va avoir un rôle prépondérant, indispensable. En fin de semaine passée, la mobilisation en faveur de TV Liberté a été importante, soyez-en remerciés. Cette aide n'est pas encore suffisante, alors nous comptons sur votre engagement. Libérons-nous des chaînes. Merci de votre soutien maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie d'André Larané. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. André Larané, vous êtes le fondateur du site Hérodote.net, principal site d'histoire en langue française, et vous publiez l'ouvrage que voici, Les causes politiques de la guerre en Ukraine, aux éditions justement Hérodote.net, et que vous pourrez retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Alors, commençons avec vous, André Larané. Vous évoquez les travaux des politologues, dites-vous, réalistes, qui parlent d'une guerre devenue existentielle pour le Kremlin et même pour le peuple russe. Qu'est-ce qu'ils entendent par là, ces historiens? Alors, ces politologues, parmi lesquels Hubert Védrine, par exemple, et des Américains, entendent par là que, pour la Russie, la place de l'Ukraine dans le monde russe relève de sa survie de la Russie elle-même. La Russie est née en Ukraine, la Rousse. La Russie est née en Ukraine. Ces pays sont solidaires depuis un millénaire. Et la Russie n'imagine pas de continuer à exister sans ce pays frère. Qui plus est, une défaite de la Russie dans la guerre qui lui est livrée, depuis 2014, signifierait son éclatement. Et il ne faut pas oublier que la Russie n'est pas un empire homogène. Elle est constituée de 50 millions d'habitants, parmi lesquels 20% de musulmans, parmi lesquels des Tchétchènes, dont on connaît l'esprit aimable et sympathiques, qui sont prêts à se rebeller, donc, des Ingouches, des Dagestanais, etc. Toutes sortes de populations qui, sitôt que Moscou perdrait son autorité, se rebelleraient et réduiraient à néant cette fédération. Enfin, on voit quand même les soldats tchétchènes mener la guerre aux côtés des Russes. Et on voit aussi la complicité entre le chef de la Tchétchénie et le président Poutine. Bien sûr, les Tchétchènes respectent la force. Aujourd'hui, Moscou a la force. Si demain Moscou devait être vaincu par l'OTAN et ses ennemis, les Tchétchènes se soulèveraient, bien sûr. Alors, vous citez le diplomate américain Kissinger, qui avait déploré il y a une dizaine d'années que les États-Unis n'avaient rien fait depuis la chute de l'URSS pour intégrer la Russie à un ensemble de sécurité en Europe. Vous citez aussi Brzezinski, le conseiller du président américain Carter, qui avait dénoncé l'annonce de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN en 2008 comme une véritable provocation contre la Russie. C'est quoi, au fond, la stratégie des États-Unis à l'égard de la Russie? Alors, il faudrait voir deux périodes. La période Eltsine, 91-2000, et la période suivante. En 91-2000, les États-Unis éprouvent des difficultés économiques et le besoin de s'approvisionner en hydrocarbures. Ils visent donc les ressources en hydrocarbures de la Russie. Et donc, ils vont mettre la main sur toutes ces ressources-là. Avec la complicité des oligarques russes. Bien sûr, en pillant la Russie à qui mieux mieux. C'est donc une période noire pour la Russie.
Avec un président Eltsine complètement alcoolisé en public, Bien sûr, avec Clinton humilié. qui se marre à côté de lui. C'est un cauchemar, cette période est un souvenir cauchemardesque pour les Russes. Elle se solde aussi par un effondrement de la natalité, de la fécondité. Insécurité, etc. La Russie est au bord d'une implosion quand Eltsine donc quitte le pouvoir et remet les clés du Kremlin à Poutine, lequel va redresser la Russie très vite. Et il va la redresser en coopération avec les Européens. Son discours en 2001 devant le Bundestag lui vaut d'être ovationné par les députés allemands. Oui, à cette occasion, il propose... Allez-y. Oui, il propose une coopération entre l'Europe et la Russie, en faisant valoir la complémentarité de leurs ressources, et sans pour autant nuire au bon rapport avec les États-Unis. Tout va se dégrader ensuite. Alors, on entend beaucoup d'observateurs dans les médias de masse expliquer que le président Poutine pourrait, après l'Ukraine, lancer ses troupes sur les États baltes, en Pologne et pourquoi pas dans d'autres pays de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que vous auriez à leur répondre à ces observateurs dits experts ? Alors, il faut voir d'abord, on pourrait faire brièvement, c'est ce que je fais d'ailleurs dans mon livre, brièvement un rappel de l'histoire russe, et curieusement, si on met par l'Empire ottoman qui a été son ennemi constant, la Russie n'a jamais agressé d'elle-même un quelconque autre pays en Europe. Elle a été agressée et elle a répondu comme il convenait. C'est la différence avec la France, par exemple, qui est un pays qui a fréquemment agressé ses voisins. Sous Louis XIV. Depuis les guerres d'Italie. N'insistons pas là-dessus. Mais pour en venir au présent, la Russie, c'est 140 millions d'habitants, comme je l'ai dit, sur le territoire le plus vaste qui soit, 17 millions de kilomètres carrés. C'est un État multiracial, multiethnique, multiconfessionnel. Donc, Poutine n'a pas besoin de conquérir l'Estonie ou la Lettonie pour devenir plus puissant. Son souci, c'est de maintenir la cohésion de la Russie. Et comme je vous l'ai dit, s'il devait demain déchoir, si le pouvoir russe devait déchoir face à l'OTAN, face à l'Occident, il serait laminé, détruit et on aurait un éclatement de la fédération. Donc, le souci de Poutine n'est pas d'aller conquérir quoi que ce soit, la Moldavie ou les petits pays frontaliers. Elle n'y gagnerait rien, sinon des ennuis. Il veut juste préserver sa zone d'influence. Il veut préserver On n'est pas avec sa zone Hitler, d'influence. comme certains l'affirment, qui voulait faire du pan-germanisme et s'étendre et même créer un nouvel empire. On est dans l'antithèse de Hitler. Hitler disait l'Allemagne, c'est 80 millions d'habitants sur un territoire restreint. On a besoin d'espace vital. Notre espace vital, on va le chercher à l'Est. Et on extermine les populations de l'Est. Poutine est dans une configuration tout à fait opposée. L'espace vital, il en a plus qu'il n'y en faut. Son problème, c'est de ne pas avoir un adversaire potentiel à ses frontières. Imaginons, on ne peut pas imaginer, lui ne peut pas imaginer, aucun gouvernant russe normal ne pourrait imaginer d'avoir la flotte américaine à Sébastopol, en Crimée. C'est comme si demain, le Mexique noue une alliance avec la Chine. Laissez-moi deviner ce que serait la réaction de Washington. On l'a déjà vu avec Cuba et Kennedy. Bien sûr, si demain le Mexique proposait une base militaire à la Chine. Alors, au début de l'invasion des troupes russes en Ukraine, vous dites que Biden était alors déjà plombé par son échec en Afghanistan et qu'il était bien décidé à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Est-ce qu'il est toujours dans cet état d'esprit aujourd'hui, le président américain ? Nuançons les choses. L'humiliation afghane, c'est le 15 août 2021. Ensuite, c'est le conflit avec la Chine, la rivalité qui s'installe avec la Chine. Du côté européen, les Américains, je ne parle pas de Biden, je parle de l'intérêt national tel que le perçoivent les gens de Washington. Leur intérêt, du côté de l'Europe, c'est de la neutraliser, la vassaliser,
pour être tranquille de ce côté-là et pouvoir se mobiliser tout entier contre la Chine. Éventuellement même, s'ils pouvaient engager l'Europe contre la Chine, ça ils arrangeraient. C'est ce qu'on a vu, je crois que c'était hier, une déclaration du secrétaire général de l'OTAN qui a déclaré, vous voyez comme les choses sont maintenant dangereuses du côté de l'Asie, avec l'alliance entre la Corée du Nord et la Russie. Vous voyez, les Européens ont là une bonne raison, avec l'OTAN, de tourner leurs yeux vers la Chine. Merci. Si on doit encore s'engager comme supplétif dans les rangs de l'armée américaine en Chine, je ne sais pas où nous irons. Mais je vous disais donc que la priorité des gouvernants américains, c'était la lutte contre la Chine. L'Europe, il voulait simplement la vassaliser. Il voulait séparer donc la Russie de l'Allemagne. On a vu l'alliance tactique entre Moscou et Berlin avec Schröder pour les approvisionnements en gaz. Tout cela causait ou menaçait de causer des difficultés aux entreprises américaines dans la compétition qu'elles se livrent avec l'industrie allemande. Donc pour affaiblir l'Europe, les États-Unis se sont mis en tête de la couper de son arrière-cour russe. Et donc l'idée d'une confrontation entre la Russie et l'Europe sur l'Ukraine lui convenait, mais sans aller forcément jusqu'à la guerre. Et voyez comme se passent les choses. Le 24 février 2022, l'armée russe entre en Ukraine. Aussitôt après, alors qu'elle menace de conquérir Kiev, aussitôt après, Biden propose à Zelensky de l'exfiltrer. Et c'est là que Zelensky a une réponse superbe. Il se comporte comme il doit se comporter en tant que président ukrainien. J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. Et ces hommes, ces troupes sont revigorées et elles vont résister, comme l'on sait, contre toute attente. À ce moment-là, Biden se serait bien accommodé d'un effondrement de l'Ukraine. Parce que il aurait comblé ses intérêts, les intérêts de l'Amérique, s'entend. C'est-à-dire que l'effondrement de l'Ukraine aurait définitivement brisé le lien entre la Russie et l'Europe, et il n'aurait plus à se soucier d'une alliance entre Berlin et Moscou. Alors, sont-vous... Oui, et avec la résistance ukrainienne, ils sont pris de court, et dès lors, ils voient bien que là, ils doivent s'engager à fond en soutenant l'Ukraine, qu'une défaite de l'Ukraine face aux Russes achèverait d'anéantir le prestige des États-Unis. Et donc, c'est là qu'il va dire on est prêt à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, où il le laisse entendre. Alors, rappelons que ce conflit entre Kiev et le Donbass avait démarré quand le Parlement ukrainien avait enlevé à la langue russe son statut de deuxième langue officielle. S'en était suivi une rébellion du Donbass et une sécession de ces villes, Lougansk et Donetsk. Pour justement essayer de calmer les choses, ils avaient été signés en septembre 2014 et février 2015 les accords de Minsk. Pour justement calmer les hostilités entre Kiev et le Donbass. À quoi ont-ils servi ces deux accords de Minsk? Alors, le Euromaïdan, cette révolution soutenue par l'Ouest pour renverser le président élu pro-russe et pour ramener l'Ukraine vers l'Europe, c'était en 2014, donc au printemps 2014, a conduit immédiatement à ressusciter les clivages entre les deux parties de l'Ukraine, la partie occidentale, qui a été toujours dans l'histoire plus ou moins inféodée à l'Autriche-Hongrie ou à la Pologne. Longtemps, les Ukrainiens orthodoxes étaient les vassaux ou les serfs des barons polonais catholiques. Et puis la partie orientale, qui est cette partie du Donbass, sans parler de la Crimée, bien sûr, qui est tout à fait russophone et tournée vers la Russie. On peut regretter que cette
cette rupture de 2014 n'ait pas abouti effectivement à une scission de l'Ukraine qui aurait fait que la partie occidentale se serait incluse dans l'Occident de façon normale, l'autre aurait retrouvé le monde russe comme il convient. Il n'en a pas été ainsi, mais on a vu que le nouveau gouvernement de Kiev, sans attendre quoi que ce soit, a pris pour première mesure une mesure coercitive à l'égard de la minorité russophone, 20% de la population, en interdisant le statut officiel de la langue russe, en abolissant le statut officiel de la langue russe, et il s'en est suivi donc cette rébellion des russophones, l'intervention de la Russie et toute la suite. Alors, dans les semaines qui suivent l'invasion russe de l'Ukraine du 24 février 2024, des négociations ont bien eu lieu entre Moscou et Kiev, en Biélorussie et à Istanbul. Pourquoi ces négociations n'ont-elles pas abouti? Voyez, les Russes et les Ukrainiens, les dirigeants russes et les dirigeants ukrainiens sont des réalistes, comme le montrent ces négociations. Ils pensent en homme d'État et en Européens forts de 1000 ans de civilisation derrière eux et de tradition diplomatique. Donc, ils savent, eux, ce que ne savent pas les Américains, qu'une guerre ne doit pas déboucher sur l'extermination de l'ennemi, mais sur un compromis. Et donc, si tout après qu'intervient l'invasion russe, si tout après que Poutine a pu constater que sa guerre éclair a échoué, Zelensky lui-même est réaliste, il comprend qu'il a un pays avec une démographie déclinante, vieillissante, fragile, qui ne peut pas supporter un conflit de longue durée, et il comprend qu'il faut aboutir à un compromis. Poutine le comprend tout autant, et leurs délégations se rencontrent à Istanbul. Elles mettent au point un compromis qui reprend les accords de Minsk de 2014, qui avait été conclu sous l'égide de la France et de l'Allemagne à l'époque, mais qui avait été trahi par les signataires. Ils reprennent dans les grandes lignes ces accords de Minsk, qui prévoient pour la partie russophone un statut de très large autonomie, qui prévoit pour la Crimée un retour à la Russie par référendum au bout de 15 ans, et puis un statut de neutralité pour l'Ukraine en général, sous la garantie de l'OTAN. Des choses tout à fait raisonnables. Le 10 avril de cette année-là, Boris Johnson déboule à Kiev et on croit savoir que ce qu'il dit à Zelensky en confidence, c'est on va vous soutenir à fond, nous les Anglais et les Américains, on va vous approvisionner en armes tant et plus si vous continuez la guerre. Allez-y, parce qu'il y va de notre réputation. Ne signez pas cet accord, sinon vous allez être décanillés par vos acolytes, les gens du gouvernement nationaliste qui veulent qu'eux continuent la guerre. Et donc, du coup, la guerre reprend. Et on enterre les accords. Alors, on voit que l'Ukraine est aujourd'hui dans un état catastrophique, que l'Union européenne, qui a imposé des sanctions économiques à la Russie, finalement ces sanctions se sont retournées contre elle. Comment les deux grands blocs qui s'opposent, en fait, en réalité, les États-Unis et la Russie, tirent-ils profit de cette guerre? Alors, nous sommes ici dans un conflit perdant-perdant. Peut-être gagnant côté États-Unis, mais au moins pour un certain délai. On a vu qu'effectivement, les sanctions dont Bruno Le Maire nous disait qu'elles allaient mettre à genoux l'économie russe en deux temps, ont beaucoup affaibli l'Europe, l'Union européenne. Elles ont permis à la Russie de consolider ses liens avec le reste du monde, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle le Sud global. Elles lui ont permis de relancer aussi son activité économique, et bien sûr son activité militaire. On voit que du côté de l'Ukraine, on a un pays qui ne tient plus que grâce aux apports financiers et militaires de l'Occident. Alors,
On a maintenant une situation de scission complète, entre, on a abouti à une scission complète entre l'Ouest et l'Est de l'Europe, à notre détriment d'abord. Et voilà, on voit que la Russie va continuer à survivre, puisqu'elle a un potentiel industriel qui est toujours très, très solide. On ignore peut-être qu'elle reste le premier exportateur de centrales nucléaires au monde, un gros producteur de centrales nucléaires. Et en matière d'armement, elle peut compter aussi sur l'alliance avec les dictatures voisines, comme on l'a vu, que ce soit l'Iran ou la Corée du Nord, sans compter la Chine. Donc voilà où nous en sommes. Nous en sommes à une scission en deux blocs de l'Europe, et qui nous coûtera à nous très cher, qui nous coûte déjà très cher. Qu'en pensent les pays de la dite communauté internationale? Vous dites qu'il y a d'ailleurs plus que les naïfs pour en croire à l'idée d'une communauté internationale. Qu'en pensent les autres pays du monde de ce conflit? Alors, on a vu que... il faut voir quels sont les rapports démographiques d'abord entre les blocs. La guerre en Ukraine a vu l'émergence au grand jour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident collectif, c'est-à-dire que c'est l'Amérique du Nord, le monde anglo-saxon, l'anglosphère, plus l'Europe occidentale, l'Union européenne et les quelques pays autour. C'est au total un gros milliard d'habitants. Ajoutons-y le Japon, qui compte toujours sur les États-Unis pour sa protection, la Corée du Sud, Taïwan. Voilà, c'est en gros 1 milliard d'habitants, un peu plus, un peu moins, sur 8 milliards. Et le reste du monde, ce qu'on appelle le Sud global, les Américains, les politologues américains parlent de West against Rest, l'Ouest contre le reste. Le reste du monde, c'est donc 7 milliards d'habitants. On a vu, dès mars 2022, comment, à l'ONU, tout ce reste du monde s'est abstenu de sanctionner la Russie, ou s'est tenu plus ou moins à l'écart. Certains ont condamné, certains n'ont pas condamné. En tout cas, personne n'a sanctionné. Personne n'a plus ou moins sanctionné, sauf exception. Et on a vu donc cette opposition entre notre Occident, qui ne représente plus guère que 10% de la population mondiale, 10-15%, et puis le reste du monde. Et aujourd'hui, alors, on peut dire que dans un premier temps, ce reste du monde a plutôt trouvé bénéfice à ce conflit entre Européens, entre Blancs, entre Occidentaux. Juste revanche par rapport au siècle passé. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'ils commencent à les embêter parce qu'ils compliquent le commerce international, ils compliquent les approvisionnements en blé, en hydrocarbures et tout ce qui s'ensuit. Je pense qu'il commence à y avoir une forme de lassitude, mais ça ne les conduit pas pour autant à soutenir le conflit, à soutenir l'Occident contre la Russie. Rapidement, André Larané, quels sont les espoirs de paix aujourd'hui pour voir se terminer ce conflit? Les espoirs de paix, ils sont toujours clairs. On en revient à une solution logique, à un compromis logique, évident, qui tient à la géographie, qui tient à l'histoire, qui tient à la démographie. C'est ce qu'on a vu dans les accords de Minsk, c'est ce qu'on a vu dans les accords, dans le projet de paix, de cessez-le-feu d'Istanbul. Rattachement de la Crimée et du Donbass à la Russie. C'est-à-dire au moins une large autonomie du Donbass. Oui, ce qui était garantie, prévu. Voilà, du Donbass russophone. Bien sûr, à terme, le rattachement de la Crimée à la Russie, parce que la Crimée est russe. Et puis, ma foi, peut-être, pourquoi pas, un rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne, mais une neutralité de l'Ukraine au point de vue militaire. Voilà quel serait un projet de cessez-le-feu et un projet de paix à long terme, mais on n'en prend pas le chemin.
on n'en prend pas le chemin. Et vers quoi allons-nous? Très clairement vers une situation que nous connaissons bien ailleurs. Vous voyez Chypre. Chypre, en 1974, il y a 50 ans, a été envahie par la Turquie en violation du droit international. Et aujourd'hui, l'île continue d'être coupée en deux, sans que personne y trouve à redire. La Corée, voyez la Corée, on est habitué à ce genre de situation d'une coupure en deux sur la base d'un conflit latent, d'un conflit qui perdure doucement. En Corée, on continue de se tirer dessus, par-dessus la ligne de démarcation. Tout ça peut durer, malheureusement, pour notre plus grand malheur. En ce qui concerne les États-Unis, vous dites en substance qu'ils ont peu à craindre de la Russie et de la Chine, en tout cas aujourd'hui, qu'ils digéreront à terme assez facilement l'échec éventuel sur le front russe. Quant aux Européens, vous dites qu'ils doivent se préparer à un changement de paradigme s'ils ne veulent pas disparaître totalement. Vous citez à ce titre Jean-Marc Ferry, le philosophe qui appelle à réformer l'Europe indépendamment des Américains. À quelles conditions cette réforme est-elle possible avec une Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne? Alors, à mesure que le temps passe, je vois se réduire la probabilité d'une sortie par le haut de ce conflit. Elle est aujourd'hui quasi nulle. Il faudrait un miracle, il faudrait un retour au bon sens de nos gouvernants. On n'est pas porté à y croire. Les États-Unis eux-mêmes, depuis ma foi le Vietnam et même avant, échouent dans toutes leurs entreprises extérieures et ils se renforcent d'une fois à l'autre. Pourquoi? Regardez la géographie. D'un côté l'océan Pacifique, de l'autre l'océan Atlantique. Ils n'ont donc rien à craindre, sauf peut-être d'un terroriste qui va détourner un Boeing sur les tours du World Trade Center. Mais ils n'ont rien à craindre globalement de l'étranger. Donc, quoi qu'ils fassent, ils ne seront jamais affectés sur leur sol. Nous, les Européens, c'est un peu différent. Le sud méditerranéen, l'ouest, l'est maintenant en pleine guerre. Alors, que pourrions-nous espérer aujourd'hui? Ma foi, pouvons-nous espérer de nous détacher de l'alliance avec les États-Unis? Malheureusement, on ne voit pas trop bien comment cela se pourrait. On est plus que jamais entré dans la dépendance du Pentagone et de l'Amérique. Et on le voit quand l'Union européenne investit pour renforcer les moyens militaires de l'Europe. Elle donne de l'argent avec la facilité européenne pour la défense. Elle donne des milliards à la Pologne pour que la Pologne puisse livrer ses tanks russes à l'Ukraine. Et en retour, avec cet argent, la Pologne va acheter des F-35 aux États-Unis. Donc, on devient les tirailleurs européens du Pentagone. Je vois mal aujourd'hui comment on pourrait en sortir. Il faudrait des chefs, des gouvernants visionnaires qu'on n'a pas. C'est peut-être dos au mur que les Européens auront le dernier sursaut. Oui, l'histoire n'est jamais écrite par avance. Le mur de Berlin est tombé en une nuit, oui. Rappelons-nous. André Larané, les causes politiques de la guerre en Ukraine à retrouver sur la boutique de TVL. Merci à vous, monsieur. Merci, monsieur.